Je m'appelle Marc Cheval, j'ai un restaurant à Narbonne depuis plus de 20 ans et je suis arrivé dans la région dans les années 80-82. Et j'y suis resté par amour de cette région, par relation de mes amis qui au fil du temps j'y ai fait ma vie, donc je suis devenu un Narbonnais d'adoption. La passion de ma cuisine est venue de ma mère et de ma grand-mère comme bon nombre de cuisiniers. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle était restauratrice au Sable d'Olonne, face à la mer, que ma mère était une grande cuisinière et qu'elle nous a appris à chacun de ses enfants à avoir du goût, à aimer manger, à sentir, à toucher. Et puis c'était encore une époque où, même dans les villes, on allait chercher le lait à la ferme, on mangeait les volailles de la maison, mon grand-père les fabriquait. Elle nous nourrissait. Les lapins, pareil. Donc, on a tué les lapins, on a tué les poulets, on mangeait des œufs frais. Ma mère était d'origine italienne, donc on a mangé des pâtes plus fabuleuses les unes que les autres. Toujours la meilleure cuisine, c'est celle de sa mère, pour chacun. Donc, voilà, le goût de la cuisine, il est venu là. J'ai commencé par un apprentissage de charcutier, mais je me suis orienté vers la restauration. Et mon père voulait absolument pas que je fasse ça. Il était permanent syndical FO. Un métier d'esclavagiste, il n'en voulait pas. Il m'a adressé dans toutes les plus belles maisons de Nantes une étoile Michelin. On a bossé partout. Et il croyait que j'allais me dégoûter. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, 40 ans plus tard, je suis cuisinier. Et toujours cuisinier, parce que j'ai jamais su faire autre chose que cuisinier, restaurateur, parce que je pense que j'ai la bosse du commerce. Et voilà, c'est un peu comme ça que ma vie a démarré. Ça marche, s'il vous plaît. 3 dorades à suivre 3 lieux. Lors de la visite avec Michel, on arrive et puis on voit ce flambadou ou le capucin. En fait, ça c'est gourmand, c'est un outil que l'on connaît bien et que Michel connaît particulièrement bien parce que son grand-père en forgeait, son père en a forgé, lui en forgeait. On flambe avec ce lardoir, qu'on jette sur le capucin. Cette flambe et ces gouttes de feu, ça nous met déjà en appétit. C'est une vraie cuisine de cuisinier. Et donc ça nous a donné cette envie d'aller dans le village de Villerouge-Serménès pour se servir de cette broche fabuleuse, où là, avec Michel, on s'est donné le pari de faire un repas médiéval, un repas ancestral presque. Et de se donner tous les ingrédients pour réussir ce moment de fête, pour festoyer ensemble autour de la table. Fabien, comment tu vas? Tu es au fond? Tout va bien? J'ai conçu un pari et un banquet médiéval à Villerouge-Serménès
Et j'ai besoin de tes lumières historiques pour pas faire trop d'erreurs. Et voilà, le banquet se situe le 16 ou le 15. Et qu'on ait 2-3 jours à passer ensemble, qu'on commence à prospecter, qu'on voie les idées qu'on peut amener et surtout qu'on ait une véracité des faits. Et j'ai vraiment besoin de toi. Tu me tiens au jus et on se retrouve à Narbonne. Super, génial. Je te remercie, je te laisse et à bientôt et merci encore. Ciao, ciao, je t'embrasse. Alors Fabien, un grand moment, c'est un historien fabuleux. Ça fait quelques années qu'on se côtoie parce qu'on travaille régulièrement sur des projets de cuisine et puis de retrouver les traces de recettes, de ce qui était employé au cœur des régions. Et lui, c'est le cœur de son métier. Autant moi, je cuisine, alors que lui va me recadrer dans le sens historique parce qu'il ne faut pas trop dire de choses qui ne vont pas. Donc lui va être le côté sérieux de l'histoire et moi, je serai le côté artistique de l'histoire pour que ça devienne quelque chose de bon et gourmand. Et lui, il a une grande mémoire des faits, une grande mémoire de l'histoire, personnage haut en couleur. On a une idée de composition de menu, mais on n'a pas les ingrédients, on n'y a pas tout mis. D'accord. Et c'est là où tu vas intervenir avec tout ton savoir et ton esprit médiéval. Je vais essayer. Alors vas-y, dis-moi. On démarre par une soupe. Ouais, alors attention, hein, la soupe, c'est vraiment la tranche de pain grillé, on parle de pain hâlé, que l'on met au fond de l'écuelle et on verse le bouillon ou le potage par-dessus. Ces recettes de soupe, on en trouve notamment dans un réceptaire du Pays d'Oc, hein, le recueil de Riom du XIVe siècle. Donc là, pour l'instant, moi, ça me paraît bien. C'est pas mal si on ne s'est pas trop trompé sur la base. Après, tu vas vraiment m'enrichir avec tout ton savoir. La deuxième chose, c'est un poisson blanc. Alors, mer ou rivière? Mer. On a des pêcheurs locaux sur Gruissant, sur la nautique, tout ça. Poisson de mer. Généralement, au poisson, il y a cette alternance de jours gras et de jours maigres. Pendant les jours maigres, on mange du poisson à poison même, ça remplace la viande. Ça tombe bien. En revanche, j'ai pas créé de recette encore et je pense que c'est quand on va travailler ensemble qu'on va se mettre les doigts un peu dans la cuisine. Après, quelle sauce on emploiera, tout ça, tu me diras, on va travailler, on va aller taquiner un peu la casserole ensemble. Et derrière, on aurait plutôt un volatile, plutôt un gibier, et j'ai pensé à un colvert. Là aussi, c'est bien, parce que si on est dans une cuisine aristocratique, on imagine qu'on cuisine pour les archevêques, le fait d'avoir des oiseaux, on est vraiment dans la symbolique du Moyen-Âge, où tout ce qui est dans le ciel est proche de Dieu, et donc préféré sur la une grosse symbolique. Là. Ouais. Donc là, le canard, c'est une bonne chose. Après, ce qu'on va l'agrémenter avec, on va le mettre sur cette broche. Et tout ce qu'on va agrémenter en épices, tout ça, je pense que tu vas pouvoir m'aiguiller vraiment sur les épices et les ingrédients et condiments qu'on peut utiliser à cette époque. Sur les épices, qui sont aussi vraiment une grosse symbolique de la noblesse, hein. Le viandier de Taïwan, le fameux viandier de Taïwan, hein, au XIVe siècle, donne toute une liste d'épices. Gingembre, cannelle, poivre-long, massis, etc. Donc on peut vraiment s'amuser avec les épices. On peut s'amuser sur le seau, on peut travailler du vinaigre, on peut travailler du vin. Oui, bien sûr. Miel ou sucre. Ouais, plutôt le sucre, oui, mais le miel, ça serait pas incongru dans la région non plus. D'accord. Ben, je te suis alors. Merci beaucoup à toi. Non seulement c'est médiéval notre repas, mais on va aller festoyer dans le lieu où l'évêché venait tous les week-ends se reposer, recevait l'aristocratie et les nobles et les gens importants du secteur, de la région. Et là, on recevait les dames, gentes, les demoiselles ou les demoiselles. Et on mangeait à ne plus pouvoir manger, tellement c'était riche, le poisson, la viande.
Et bonjour. Bonjour, chef. Bonjour, chef, ça va bien? Bonjour. Merci de m'accueillir. Vous me faites un peu l'historique, que je m'imprègne un peu du lieu, de Dans votre ce maison. lieu, vous êtes dans la propriété de l'archevêque de Narbonne, Bernard de Farges, où ici, c'est la salle d'apparat. Voilà, donc là, vous avez donc les tables. Ils mangeaient sur des bancs et le seigneur était en bout de table et il présidait le repas des convives. Qu'est-ce qui manque, là, chef? Qu'est-ce qui vous manque pour vous, là? Bah, il nous manque la fourchette. Voilà, il n'y avait pas la fourchette. Donc, ils n'avaient qu'un verre. Un verre, parce que normalement, c'était un verre pour deux. Ah bien, et pourquoi? C'était la coutume, c'était comme ça. Les gens buvaient dans le même verre. Exactement. Ils Ils buvaient pour deux. Et donc, il n'y a pas la fourchette, parce qu'à l'époque, Elle n'existait Elle pas n'était pas encore. encore ici, non. Donc c'est soit les mains et une Main droite. main droite, toujours. Main droite, pas la main gauche. Main gauche, au Moyen-Âge, main du diable. Main du diable, donc on la coupe. Exactement. Voilà, vous la mettez derrière le dos. Vous la mettez derrière le dos, donc il valait mieux l'attacher. Et là, on a une serviette, ça c'est contemporain. C'est contemporain parce que normalement, les repas de banquet, les tables étaient nappées. Donc pas de serviette. Les convives s'essuient avec le bord de la nappe. Et les plats arrivent les uns derrière les autres. À savoir qu'un repas de banquet commence toujours par un poisson. En règle générale, le poisson est prédécoupé, reconstitué. D'accord. D'accord. Et les viandes arrivent les unes derrière les autres. Au Moyen-Âge, à cette période, on mange sur des tranchoirs, sur du pain. Du pain. Des Exactement. tranches épaisses. Des belles tranches, effectivement. Le but, après, c'est de mettre tous les ingrédients dessus, le pain s'imbibe et on le mange. Et on le mange. Exactement. Sympathique. Pas- C'est un peu gourmand même. C'est notre rôti à nous, mais avec beaucoup d'ingrédients. Là. C'est parce qu'il Exactement. récoltait toutes les saveurs sur le tranchoir. Et après, Et du poisson à la viande. Tout aller sur le... Les uns derrière les autres. C'est pour ça qu'un repas de banquet, ça ne dure pas 1 heure, c'est assez long. On dit une bonne journée. Ah, Et oui, donc il faut que les viandes arrivent. Et on sert toujours le seigneur avant, puisque c'est chaud. Et on recule, on recule. et plus on va vers le bout, et moins ils sont importants, c'est ça? Exactement. Vous avez tout compris, chef. Voilà. Waouh, superbe. Bah là, belle collection. Pas mal. Alors, je t'en ai sorti quelques-uns pour que tu vois bien. Ça, c'est typique du Moyen-Âge. Ok. Voilà. Donc, tu vois, pour ton repas. Pour le repas, si t'as... Alors ça, tu me l'avais dit, c'est t'as chaud, t'as froid, tu peux te couvrir. Exactement. Celui-ci, tu vois, qui est bien brillant. À mon avis, c'est fait pour les personnes importantes. Exactement. À partir du moment où on a de la dorure, c'est pour la haute société. Et les dames? Et les dames, tu vois, voilà, tu as des robes. Ah, pareil, ça, c'est pour les dames. Magnifique, on va vraiment être dans Dans l'ambiance pour ton repas. l'ambiance médiévale du repas. Exactement. Ça va être super, on va vraiment être bien. Voilà. Tu vois, ça, c'est pareil. À partir du moment où tu as les dorures, ce sont des seigneurs. C'est des seigneurs. Exactement. D'accord. Voilà. Super. Un vrai bonheur. Donc, pour ton repas, Ça va être beau. On va être dans le jus. un bon banquet, bien costumé. C'est ripaille qu'on disait à l'époque? On va bien ripailler. Ripailler. Et festoyer surtout. Et festoyer. En même temps. En même temps. Voilà, chef, la salle de la rôtisserie où va se dérouler le banquet. Superbe. On a moins de hauteur, c'est Ça fait plus c'est plus taverne, intimiste, ça plus- fait taverne, ça fait... Et voilà, Et là- Et voilà de ta la fameuse. salle. Ouais. Explique-moi comment ça fonctionne, parce que là, je vais être... C'est toi. C'est moi qui vais œuvrer Alors, viens derrière, voir. et toi, tu vas être là pour déguster. C'est ça? Et alors, regarde. Mécanisme, tout est manuel. Et ils ont refait ça à l'identique. Hop. Il faudra Avec trouver cette- quelqu'un pour monter les poids jusqu'en haut. Hop. Tu le fais partir. Ça va s'entraîner, tu vois. Hop. Et c'est ça qui va te faire Et tourner. c'est ça qui va me faire le mécanisme. Mes canettes qui Les vont canettes rôtir, dessus. on allume le feu avant, on fait un beau bras zéro. Exactement. Tu On met récupéreras le- le jus. Dans le Voilà. lèche-frites et on met le capucin et le flambadou à tourner et ça va nous arroser ces canards colverts qui vont finir le repas. C'est un endroit préservé, on est dans un autre temps. Pas de voiture. Un château, on a l'impression d'être dans nos films de jeunesse. On n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer sur les remparts. C'est magique, des salles somptueuses, cette salle avec cette broche encore avec un mécanisme ancien. Et on remonte à les poulies, c'est ombragé. On est dans un autre temps et donc dans un autre espace. Et pour cuisiner un repas médiéval, il n'y a pas d'autre endroit. Emmanuel, on fait un petit banquet, voire un grand banquet de l'évêché en bas. J'ai besoin d'un peu d'histoire.
De Villerouge. De Villerouge. Alors très vite, je te raconte l'histoire de Villerouge. Donc Villerouge, le château de Villerouge, c'est la résidence secondaire des archevêques de Narbonne. La période la plus importante ici, c'est la période de Bernard de Farges, qui vient faire beaucoup de banquets ici, effectivement, dans la cour du château. Et pourquoi il est important ce personnage? Parce que ici, à Villerouge, en fait, a été brûlé le dernier parfait cathare connu, occitan, qui s'appelait Guillaume Bélibaste. Et il a été brûlé ici, à Villerouge-Termenès. C'est pour ça que les gens, effectivement, viennent visiter ce château, pour ces deux personnages qui sont quand même importants, et puis aussi pour ripailler, puisque profiter de la rôtisserie qu'on a rénovée en même temps que le château. Voilà. Bah, c'est génial, ça va correspondre effectivement au lieu Exactement. Et à l'atmosphère qu'on souhaitait pour ce banquet médiéval. Bah voilà, on est dedans. Merci Emmanuel. Avec Super. plaisir. Je te présente les épices, moi, que j'ai un peu imaginées. Ouais. Gingembre frais. Donc gingembre, très bien, c'est la reine des épices au Moyen-Âge. Ça va nous amener un peu de peps, du citron, Oui, c'est une bonne attaque. un peu de piquant, une belle attaque. Puis là, frais, il n'y a aucun souci. Hein. Ensuite, on est passé sur la cannelle, poudre. Le mélange de la cannelle et du gingembre, c'est un mélange fameux au Moyen-Âge. Hein. On a la suavité de la cannelle avec l'attaque du gingembre, les deux ensemble, c'est parfait. Safran de pays. Oui. Ça, Il embaume. Hein. grosse aromatique. Ah oui, très très bien. Ça va nous parfumer, ça va nous colorer les plats. C'est ça apporte cette couleur jaune particulière. Ouais. La noix muscade. Ah ouais. La noix muscade, là aussi. Hop. Alors à utiliser avec parcimonie, hein, à forte dose, cette noix muscade. C'est un poison. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors moi, je t'ai amené d'autres épices qui sont un petit peu moins connues, mais très présentes vraiment dans la cuisine du Moyen-Âge. Là, je te présente un rhizome hein, de la famille du gingembre, qui est le galanga ou le garingal. Plus musqué que le gingembre, très suave. Et ça a vraiment un goût incomparable. La douceur. Ouais. On l'utilise aussi dans la pharmacopée. Puis ça vient long en bouche. Ici, alors j'ai vu que tu avais du poivre rond. Dans l'aristocratie, on allait plutôt utiliser le poivre long. Voilà. Donc, tu vois, c'est des petits chapelets de graines comme ça. Ça, je suis fan. Mais le poivre long, il pique beaucoup plus que le poivre rond. Ouais. Donc, à utiliser avec parcimonie. J'adore. Et ici, tu connais peut-être. Hein, la maniguette. Et voilà, la graine de paradis. Donc là, on est sur une épice absolue sur la toute fin du Moyen-Âge. Presque de la neige. Donc là aussi, il y a une petite attaque piquante, hein, comme le poivre, mais c'est tellement plus fruité. C'est plus fruité. Ouais. Ça enjoy. Très bien. On est pas mal là quand même. Ben moi, je pense que... Après, il faudra bien mettre ça, le mélange avec le bouillon, qu'on ait les justes bons assaisonnements. Ça fait déjà bien envie, ouais. Ça va, à mon avis, ça va le faire. Cyril, c'est déjà un personnage, c'est un vigneron. C'est un jeune qui est plus passionné que la passion, qui est ancré dans son territoire de la Grasse et qui a, au-delà de son travail de vigneron, a désenclavé son activité sur le vinaigre et conçoit des balsamiques, conçoit des vinaigres de vin avec des décoctions. C'est un alchimiste et il prend le temps. Et donc il a une gamme, une variété et puis ça correspond, ce vinaigrier, il correspond à cette région et puis à cette période de l'époque. Parce qu'on travaille le gingembre, on travaille la cannelle, on travaille la muscade, on travaille le massis, on travaille toutes ces épices. Bien, lui, il vient s'intégrer. Et donc, on va utiliser son vinaigre dans nos préparations. C'est qu'on, comme on l'a dit au repas, on est ce miel, le genièvre, le côté onctueux du balsamique, un peu de l'acidité qui viendrait nous donner du peps sur le vinaigre pour puisse faire ce mélange épicé qu'on va laquer sur notre canard. Et en fait, ton vinaigre, il va venir parfumer et donner le relief et le peps au plat. D'accord. Et donc, de goûter un peu, de voir comment on pourrait faire cet assemblage. Moi, j'ai une petite idée déjà. J'ai choisi 3 vinaigres qui sont complètement différents les uns des autres, qui ont des techniques différentes. Donc, ce que je voudrais que vous me disiez,
c'est au niveau de la texture, de l'acidité, ce que vous voulez pour cette recette. Allez, on goûte le timut. Au Népal. Le poivre du Népal, j'ai mis entre 3 et 5% de balsamique pour avoir plus de rondeur. Ça, hein, le côté... Le poivré, ça c'est... Agrumes, Là, on est sur les agrumes. C'est frais, c'est frais. Le miel, donc ça c'est du vin dans lequel on a mis du miel, donc tout simplement. Hein. Ça va nous aider à caraméliser. Ouais, amener la caramélisation sur un... Ouais. Ah, quelque chose de rond qui caramélisera bien. Ça va nous caraméliser. On n'est pas trop sucré. On est vineux toujours. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de sucre résiduel. Pour le nombre de kilos de miel qu'on peut mettre à l'intérieur, je trouve que ça reste... c'est bien équilibré. Ouais, c'est équilibré, c'est doux. On va passer sur le balsamique, si vous voulez. Le balsamique. Ouais, balsamique, donc... Alors, on est sur du balsamique de 10 ans. Ça va ressembler, en fait, à un vieil apéritif, style Carthagène, Ratafia ou Pinot des Charentes. Ouais, puisque c'est du mou, il n'y a que du mou de raisin. Et une belle couleur. C'est du jus de raisin. Donc voilà, 10 ans dans les barriques. On est sur des notes un peu... C'est un rancio, c'est le vermouth. Même du rancio, ouais. Tu es vraiment de la rancio, super barrique. même madérisé. Hein, vraiment le côté madère, je retrouve. Madère. C'est excellent ça. Bah, ça tu vois, on mettrait 25 de ça, 50 de ça pour notre miel et finir avec une touche de ça pour l'onctuosité, c'est super. On a la vigne, les vignerons ancestrales, on ne parle pas de la région sans parler du vin, et qui ont évolué d'une manière exponentielle. C'est-à-dire ils ont une qualité de vin en Languedoc-Roussillon qui est hors norme par rapport à toutes les autres régions de France qui ont mis du temps et des années pour se forger. Nous, on a mis très peu de temps. Je suis arrivé il y a 40 ans et aujourd'hui, on fait partie des grands crus de France. C'est vraiment très bon. Jean-Pierre est passionné de deux choses. En fait, c'est un grand vigneron des Corbières, qui est là depuis toujours. J'ai pas l'impression qu'il ait jamais été là. Ses parents y étaient, lui y est, ses enfants reprennent. C'est un passionné de cette période du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Donc on peut parler avec lui des heures, il a toujours des choses à dire sur le catharisme, qu'il estime que c'est entièrement le patrimoine de notre région. En fait, il vit de son terroir, il est né dedans, il baigne dedans, et il pense que Corbières, terroir, Languedoc, c'est un amoureux. Et cet amoureux, ça se traduit dans son vin, qui a des vins hauts en saveur, riches. Grand personnage des Corbières et du monde vigneron. Jean-Pierre, alors on va faire un festin et j'ai besoin que dans ta vigne et dans ton vin, tu me trouves un vin rouge plutôt léger. On va manger ça sur un muge avec une aromatique, une sauce carméline. Et puis, on va avoir un col vert qui va être basé sur les épices. Donc, si tu me trouves ces deux vins, jeudi, on fait le banquet, ça va être superbe. Justement, je te préparais quelque chose qui est quand même intéressant et original. C'est un vin qui est à base de Carignan, Grenache, Syrah et un peu de Mourvèdre. Donc, on va être sur un vin avec des arômes très marqués sur le côté violette, mais aussi, et cassis d'ailleurs. Hein. Cassis. Voilà, hein, cassis. Mais on va être aussi sur un côté terroir, avec des arômes de thym, de romarin, de garrigue. Tu vois, c'est un vin, ça me fait penser, le colbert, bien sûr, aussi à la chasse. Donc, quand tu te promènes dans cette garrigue, hein, à un moment donné, tu peux entendre chanter les cigales. On est justement sur ce côté très, très marqué. Et si tu bois 2 ou 3 verres, simplement, tu peux entendre chanter les cigales en fermant les yeux. Quoi. Et ça, c'est beau, ça. Super, ça correspond bien. Tout le monde dit qu'on est le Carrefour, mais c'est vrai. On s'en sert pas suffisamment de ce Carrefour. On a les Catalans, on a les Pyrénées, on a la Montagne Noire, on a la mer, on a Sète, on a les pêcheurs.
Et toutes ces régions amènent des microclimats un peu partout, des fournisseurs un peu partout. On va du miel, on passe par les chèvres, on passe par les poissons de mer, de rivière. Des légumineuses, on en a dans toute la vallée. Les fruits, on les a sur le côté de Rivesaltes, sur les PO. On a tout. Et donc le fait d'être au centre, ça nous a propulsés dans le produit, au cœur du produit. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, toute notre cuisine, ma cuisine, est inspirée uniquement des produits locaux, des paysans, des vignerons, des artisans, des petits métiers. C'est extraordinaire. Rachel et Wilco, des paysans qui sont devenus paysans par vraiment amour et l'envie du détachement de la vie de tous les jours. C'est des gens qui ont touché à notre métier, la restauration, l'hôtellerie. Et puis un jour, ils ont dit, voilà, c'est pas ça notre vie. Et donc, ils sont partis dans les Hautes-Corbières. Et là, ils sont tombés sur un petit paysan qui leur a cédé leur exploitation. Une région qui les a portés, qui les a aidés parce qu'ils venaient s'implanter, ils ont fait des ponts d'or. Et ils ont fait un élevage de chamoises au milieu de nulle part, en pleine campagne. Un lieu magique, dans leur parc, dans les 4 hectares, plus les montagnes qui les entourent, qui sont à perte de vue. Et donc, ils ont un cheminement botanique qui va amener à chaque saison le goût du lait et donc le goût aux chèvres. Ils ont 2-3 petits passionnés ouvriers qui travaillent à mi-temps dans la grande période et ils passent leur passion partout. Lui, c'est un Hollandais. Et il arrive ici avec son petit accent et il fournit les halles, il fournit les restaurateurs, il fournit les particuliers. Il en a très peu. Et c'est une petite production de haute qualité. Du coup, le bouillon, il ira sur le pain qui aura le goût de gras. Alors ça, un petit pain au levain. Très bien. Pas trop, pas trop, pas trop. En gingembre, ouais. Et ça, c'est bien ou... C'est un peu beaucoup. On va mettre la moitié. La moitié? Parce qu'il y a déjà beaucoup de poivre. Si on rajoute trop de gingembre, il y aura une attaque qui sera trop violente. Très bien. Et la cannelle, on va mettre cette quantité. Hein. Hop, oh, voilà. Bah là, tu rigoles pas. Hein. Là, on a notre mélange d'épices. Là, on n'a pas lésiné. Déjà, ce petit pain-là, rien que tout seul, là. Ouais. Donc là, on peut enlever le lard. Je le mets là, quand même. On va pas gâcher. on va pas gâcher. On va pas gâcher, hein. Ouais, déjà... Ouais, ça sent bon, hein. Alors, à ce moment-là, il nous faudra beaucoup plus d'œufs, tu vois, pour la liaison. On avait parlé de mettre du fromage aussi par-dessus, tu te souviens? Ouais, les petits chèvres. Alors ça, c'est la maison Wilco. Le Lyon. Les petits chèvres juste à côté de Villerouge Terminus, là. Donc là, tu travailles qu'avec des producteurs locaux, en fait? Uniquement. Je vais avoir besoin d'un torchon. Locavore à 90% dans la maison. On verse dessus, là. Tu verses dessus. Comme ça, généreux comme ça? Voilà, parfait. Un chouïa moins de cannelle et le truc est pas loin d'être parfait. François, c'est un personnage, les pieds dans la terre, qui se nourrit de l'énergie et puis qui se nourrit de la lune, donc il a la tête dans les étoiles. C'est un grand rêveur, un passionné, un très rigoureux, et il fait des légumes d'exception. Il fait sa grainetterie. Ça pousse comme ça doit pousser. Si la maladie vient, eh bien, c'est que c'est naturel. Et donc, on a des produits qui ont un goût extraordinaire. Et ça reflète tout son savoir-faire. Même ses fleurs sont belles. C'est
un spécialiste des aromates. Donc il a une multitude d'herbes aromatiques qui vont les unes dans les autres. C'est la symbiose de la nature, tout le monde se rejoint. Alors c'est de la permaculture, mais c'est le grand mot actuel, la permaculture. Lui, il a vraiment un jardin en symbiose où tous les éléments se nourrissent des autres, s'aident entre eux. Un jardinier magicien, voilà, c'est un peu ça. Alors Christophe, déjà c'est mon poissonnier de tous les jours. C'est un rare poissonnier qui est pêcheur. C'est un garçon qui a travaillé pendant 20 ans, il vient de la comptabilité. C'est un gars, il en a eu ras-le-bol à Toulouse. Et il y avait ses copains qui allaient être experts comptables, avocats, notaires et ainsi de suite. Et puis il a dit, mais les gars, c'est pas ça moi. Moi je veux être dans l'eau. Et il s'est installé petit patron pêcheur. Et là, on a un autodidacte, en fait, qui a appris son métier, mais qui vient pas du milieu de la pêche. Il est passionné, ce qu'il aime, le travail qu'il fait, comment c'est soigné. C'est pas de la pêche industrielle, c'est de la petite pêche artisanale, c'est du petit métier. Il y en a très très peu. Il vit bien, il est heureux. Le gars, il respire le bon air, il est respectueux de l'environnement. C'est une petite pêche. Des mouches qui sortent de l'eau, quelques maquereaux, 2-3 dorades, saucannelles, c'est la période. Les petits poissons, ils relâchent. C'est une pêche instantanée. Il pose un filet. 10 minutes après, il le prélève. Donc, ils sont encore vivants. Ils n'ont pas traîné dans l'eau. Voilà. On a un petit métier et un grand pêcheur. Tu prends ce que tu veux. Mais je vais te prendre tous les mulets. Ouais, ceux-là, on les met de côté. Ceux-là, on les met de côté et ceux-là, on les emmène. On est 16. Entre 16 et 20, normalement, je devrais le faire. Bah, ça fait 2, 4, 6. Tu vois, ça, c'est 2 blancs, mais au cas où on les met de côté, 8, 9. Un filet chacun, 9 x 2. Je vais te prendre les... Ça, c'est comme des saucannelles. Ouais, ça, c'est la dorade de la maille de 40, tu vois, que nous, on appelle les pêcheurs. C'est les petites dorades, ouais. Mais je vais te prendre les petites dorades avec. Après, le pajot, c'est un peu plus... Ça va être plus... S'il vous plaît, on y va pour 2 burgers à suivre, 2 tartelettes. Merci. On les a pêchés hier. Le pêcheur de Gruissan nous les a amenés, Christophe. Très bien. On va les lever en filet. Et tu gardes la tête. Je vais garder la tête et l'arête, ouais, que je vais passer au four pour qu'elle croustille un peu. Puis on va poêler, on va faire ton mélange d'épices. On va faire la marinade. Et après, tu reconstitues le poisson. Et après, on reposera, quand nos arêtes sont cuites, on reposera notre poisson. Très bien. Juste un petit peu de sel par-dessus. Alors là, on va commencer côté peau. Oui, ça saisit tout de suite. On va le laisser un peu caraméliser dessus. En fait, on l'aurait servi normalement sur la tartine. Sur le tranchoir de pain. Sur le tranchant de pain. Oui. Super. Et voilà. Puis là, on peut éventuellement se mettre... Ah oui, directement sur le... Sur notre pain. Avec les petits épices. Le verjus dessus, ça nous amène la pointe d'acidité, ça fait relever le safran. C'est parfait. C'est équilibré. C'est super bon. Alors ça, en revanche, c'est très contemporain. À une période où on revient au naturel, au truc simple. Bien sûr. Une flanquée d'épices, un coup de citron de l'huile d'olive. Ouais, on est sur quelque chose de très très bien là. Les Colverts, c'est des grands copains qui sont dans la boucherie et qui ont une propriété familiale à Ouveillan. Et là, sur une vingtaine d'hectares qu'ils ont, c'est des marais, c'est les marais d'Ouveillan.
ils ont des cahutes à canards, à chasse en général. Et là, ils tuent du colvert, mais on tue du colvert pour manger. On ne tue pas du colvert et on ne chasse pas. Ils ne chassent pas pour chasser et faire du tableau de chasse. Et donc là, l'idée du repas, c'était, comme c'est les volatiles et les volailles qui sont, à cette époque, prisées par la noblesse et par les archevêques, bah, je les appelais, je dis, les copains, il va falloir me trouver des... Et ils sont arrivés avec 16 colverts. Donc c'est magique. Et donc, c'est le colvert qui vont ravir nos papilles et qu'on va soigner, vu qu'on les a tués pour manger. Donc, on va les soigner, on va les gâter et on va se régaler. L'idée, on a les canettes, on va faire notre bouillon. Alors au Moyen-Âge, en fait, on ferait d'abord pourбoulir les canards, c'est-à-dire on les ferait bouillir 30 secondes avant d'en faire autre chose. D'en faire autre chose. Donc c'est ce qu'on va démarrer. On va les plonger 30 secondes. Hein. Entre-temps, on va faire fondre le lard. Alors le lard. Pour le bouillon, effectivement, les herbes utilisées principalement, hein, toujours selon les réceptaires médiévaux, c'est le persil, l'hysope, la marjolaine, la sauge. On fait bien rôtir les canards. Alors ça, c'est de l'ail rose que j'ai pris, que j'ai acheté à un petit vieux du côté de Beaulecaire, qui fait encore des ours tressés. Alors un peu de marjolaine, le romarin. Ouais, déjà ça commence à humer là. Ça commence à être pas mal. Tu sens ces petits canards comme ils ont le... Ouais. On est bien là. Là, hop, ils sont bien rôtis. Donc Marc, là, je te propose qu'on fasse une sauce cameline pour accompagner ton canard. Yes. Voilà, c'est une sauce vraiment emblématique. C'est un peu le ketchup du Moyen-Âge. Ah, d'accord. Dans le sens où c'est vraiment quelque chose d'acidulé. Donc salé, sucré, acide, la présence des épices. Des épices. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser de multiples manières. D'accord. On a de nombreuses recettes de sauce cameline selon les réceptaires. Donc là, il faut faire une sauce cameline qui te ressemble. Principalement, on va quand même mettre de la cannelle. Pas trop. Hein. Pas trop, mais tu sais, cameline, en fait, on retrouve le mot camel, le chameau. Le chameau. Et elle a ce nom parce que elle a la couleur un peu du chameau. Chameau, d'accord. Et la cannelle y contribue. Donc cannelle, gingembre. Quelles épices tu aimerais y rajouter? Bah moi, le poivre. Le poivre long. Une pointe de noix de muscat. Ton... Le galanga. Le galanga, ça c'est un épice qui me plaît beaucoup. Et c'est ce qu'on s'était dit hier avec le clou de girofle. Très bien. Voilà, c'est là. Oui. De toute façon, là, tu as vu, on dose à l'instinct. Hein. Donc, On n'avait pas encore des carnets de recettes à l'époque? Alors, il y a des livres de recettes, mais qui ne contiennent pas les dosages. Parce que la transmission de la cuisine se fait de manière orale. D'accord. Et bien souvent, les cuisiniers ne savent pas lire. Et celui qui possède le livre de recettes, c'est par exemple le maître d'hôtel qui est là pour contrôler qu'il y a bien les bons ingrédients dans les plats, mais pas forcément dans les proportions. Ça, c'est vraiment le cuisinier qui cuisine à son goût ou au goût de la personne qui le sert. C'est un vin blanc sec hein, que tu nous as donné là. Oui. Alors, je vais rajouter du sucre. D'accord. Ça va être le clairé, non? Ça va permettre d'adoucir un peu. Bon, en faisant chauffer le vin, ça va casser le goût de l'alcool également. Mais on est quand même assez friand de vin doux, de vin un petit peu moelleux. Il est meilleur celui-là. Ça le fait. Mais le poivron là. Elle a une très forte attaque. Mais tu vois, elle a la belle couleur du chameau, tu vois, avec ce beige un peu clair. Une très forte attaque en bouche. Peut-être un peu trop liquide. Donc voilà, essaye de la lier un peu. Mais est-ce que demain, quand on va faire notre rôtissoir, on va arroser avec le lait frites, avec ce gras, tout ce jus, ça peut peut-être s'incorporer à l'intérieur? Le gras, effectivement, le gras du canard, que tu récupères la lèche frite,
tu peux l'incorporer à ta sauce ça va nous booster. Ça va donner du goût et également le gras va aider à épaissir un petit peu épaissir le jus. Épaissir le jus. Ça me va, ça. Ça y est, maintenant, je l'ai bien dans ma tête. Voilà. Donc, par rapport à tes convives demain, qui sont quand même du 21e siècle et pas du Moyen-Âge, essaie peut-être de la rallonger un peu pour qu'il y ait moins d'attaques. Sinon, en termes d'acidité, en termes de douceur, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et puis, qu'elle soit un peu plus épaisse pour qu'elle tienne un peu mieux sur la viande. Et puis, voilà, on a la cameline de marque. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Assemblée, messire l'archevêque, je laisse la parole tout de suite à Marc Cheval qui vous a préparé ce banquet d'un autre temps. Eh bien, braves gens, bonsoir, bonjour. Comme menu, un potage avec une flanquée d'épices, un bouillon du canard qui va être versé dessus avec des chèvres de Camelot. Derrière ça, on va avoir des muges qui ont été pêchés à Ruissan. C'est des dorés qui vont être cuits sur l'arête et qui vont être braisés dans l'entre du feu. Et derrière cela, nous allons avoir des colverts rôtis au lard, au capucin. Et on va rôtir tout ça et on va servir avec une sauce cameline. Je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous bien. Premier service. Alors, bonnes gens, pourquoi soupe potage? Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les soupes, c'est ces morceaux de pain grillé que vous avez au fond de l'écuelle. C'est ce qu'aujourd'hui vous appelleriez les croûtons, hein, que l'on met dans la soupe. Mais les soupes, c'est ce pain grillé. Et on verse par-dessus le potage. À votre époque, au XXe siècle, eh bien, la soupe désigne toutes sortes de mets liquides, alors qu'au Moyen-Âge, il en est bien différent. Voilà, le terme a évolué au fil des siècles. Merci.
Mesdames, gentils seigneurs, je m'en vais vous distribuer sous peu un tranchoir de pain. Alors nous avons réalisé des boules plates de pain que l'on a coupées en deux et c'est ce qui va vous servir d'écuelle. Alors attention, si vous mangez ce pain-là, vous n'aurez plus de contenant pour accueillir la suite de votre repas. Et en partageant ainsi votre tranchoir, en partageant votre pain, vous devenez compagnon. Et je vous souhaite de manger en bonne compagnie. Le muge de l'étang de l'Hérole, avec beaucoup de cannelle, beaucoup de massis, pointe de gingembre, à partager pour deux et à manger sur votre tranchoir. Tandis que le Seigneur était parti faire un don à Saint-Jacques-de-Compostelle, le prévôt, lui, était resté bien tranquillement au château, pensant peut-être pouvoir s'octroyer tous ses biens, et même, pourquoi pas, son pouvoir. On a mis là des plats de tout genre sur la table, dont un énorme ragoût de fèves surmonté d'une très grosse tranche de lard. À la vue de cette tranche de lard, le prévôt se dit « Cette tranche pour moi tout seul me ferait bien 5 ou 6 semaines. » Et profitant d'un moment d'inattention des convives, il s'empare de la tranche de lard et la glisse entre son crâne et son capuchon. La tranche de lard commença de fondre sur la tête du prévôt et le gras de couler sur son front et de s'infiltrer dans les poils de sa barbe pour venir tomber sur sa côte. À cette vue, tous les convives se levèrent et, à grands coups de pied dans le cul, le flanquèrent dehors. Moralité, à celui qui veut prendre et amasser sans cesse, il perd un jour ses richesses. Le colvert rôti à la broche de Villerouge Terminès de Michel Ponceau. On met les mimines. Alors, vous avez du canard sur la table, il s'agit d'un mets précieux destiné aux élites. Il y a une sorte de chaîne alimentaire et tout ce qui se trouve dans les cieux est préféré naturellement pour la noblesse ou pour les archevêques qui font quand même partie d'une élite sociale. Donc ainsi, on consomme volontiers des fruits ou des oiseaux dans l'aristocratie et on laisse les nourritures plus terrestres et notamment les légumes qui pousseraient à l'intérieur de la terre aux classes les plus basses de la société. Ils voient qu'ici, nous ne sommes qu'avec des gens de bonne compagnie qui méritent d'avoir des oiseaux à leur table. Bon appétit.
Eh bien, gentes dames, mes seigneurs, clôture de ce banquet d'honneur, banquet festif. J'espère qu'on a bien honoré la cuisine médiévale. Je tenais à remercier mes copains, mes amis, mes collaborateurs et fournisseurs. Et une petite mention particulière pour Fabien, historien, grand cuisinier, qui est venu me soutenir, m'aider dans la tâche. Et puis surtout, éviter qu'on fasse de grandes erreurs historiques qui auraient fait pécher sur la table, en fait. Donc, Fabien, merci. Marc, merci de m'avoir invité à cette aventure. Et puis merci à vous tous. C'était pour moi un plaisir et un honneur d'être dans un si beau lieu. Et je m'en retourne vers d'autres aventures. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de festoyer à nouveau ensemble très prochainement. À très bientôt. Thank you.